Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA Talk où moi-même Lucas de l'Arena MMA accueille Faber du MMA Talk et aujourd'hui ça va être très violent, il va y avoir des gros débats parce que déjà Faber, je vais te demander comment tu vas et après je vais te rentrer dedans directement parce que tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose qui moi personnellement ça m'a beaucoup dérangé. Ah, ça va super, man. Je suis intrigué à l'os, là, je suis prête. Bon, tu as manqué de respect Oh. à un grand champion, double champion, Alex Pereira Poatan. T'as dit qu'il était même pas dans un top 30 pour toi. Et, et je trouve ça tout simplement scandaleux. Pourquoi? Parce que le gars, il a 11 combats de MMA et il est déjà champion dans 2 catégories à l'UFC, ce qui est tout simplement incroyable. Alors, tu es appelé à la barre pour nous expliquer pourquoi cette négligence finalement envers Alex Pereira. Je le trouve pas bon, man. Je sais pas pourquoi. Tu sais, admettons, là, il y a des combattants que tu regardes. Tu regardes, là, 30 secondes, la façon qu'ils bougent, la façon qu'ils combattent, leur intelligence dans la cage, leur façon de gérer un combat, même très, très tôt dans leur carrière, même s'ils n'ont pas encore l'expérience des grands moments. Puis tu le vois tout de suite dans ces fighters-là. Ça, c'est un grand, là, c'est un all-time great. C'est Habib Nurmagomedov, John Jones, Georges Saint-Pierre, nomme-les, on les a. Puis on dirait qu'Alex Pereira, si tu m'arrives, tu me dis, hey Faber, double champion, Hall of Famer, Glory Kickboxing, là, ça mène en MMA, là, tu vas voir, le gars, il est incroyable. Jamais je pourrais reconnaître Alex Pereira sur une carte de gars. Puis tu me dis, il y en a un là-dedans, là, c'est un champion Glory, mais je te dis pas c'est lequel, puis il faut que tu me dises c'est lequel. Je pense que jamais je pourrais reconnaître Alex Pereira parce que son striking est bon, là, il est excellent pour le MMA, c'est beaucoup trop fort pour la moyenne des gens, mais quand tu le regardes bouger, quand tu le regardes, la variété de ses techniques puis tout ça, c'est pas un Adesanya, un Wonderboy Thompson, un Anderson Silva, ces gars-là. Fait qu'on dirait que oui, il y a les accomplissements. Je pense que c'est peut-être en relation avec les divisions dans lesquelles il a évolué. Là. Middleweight, top heavy, très top heavy. Light heavyweight, c'est 2 à 3 gars, là, littéralement, puis le reste, c'est comme Paul Craig, puis whatever, tu sais. Fait que Bah, je le sais pas, man. Il manque un petit quelque chose. Puis ça se peut que le gars, là, il défende sa belt 5 fois puis il me fasse passer pour le plus complet des cons. Mais je suis sûr que je pourrais trouver 30 fighters dans l'histoire que je pense qui sont meilleurs autant en talent et en accomplissement que Alex Pereira, malgré le fait qu'il est double champion dans l'UFC. deux choses. Déjà, comme dirait notre ami Fernand Lopez, le résultat valide la méthode. Donc la méthode, finalement, si elle n'est pas spectaculaire et qu'il n'a pas l'air d'être un grand champion, mais finalement, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le résultat. Donc oui, un Wonderboy, c'est plus beau, c'est plus impressionnant, ça paraît plus complet, ça paraît meilleur, mais à la fin, un Wonderboy, ça a seulement combattu pour le titre BMF et ça l'a perdu. Donc je pense pas que l'aspect du fait que ce soit spectaculaire ou beau à voir, c'est important. Et je pense vraiment que c'est celui qui, comme dirait Bruce Lee, a pratiqué 10 000 fois le même coup est plus dangereux que celui qui a pratiqué une fois 10 000 coups. Donc là, on a un Poatan qui connaît ses forces. D'ailleurs, on l'a vu spammer le crochet du gauche plusieurs fois, qui n'a pas forcément tout de suite fonctionné, et qui s'en sert tellement bien que ça fonctionne un peu à l'image d'un Sean Strickland qui nous fait du gauche-droite à la perfection, entre guillemets, et ça fonctionne, et il arrive à être champion. Et d'ailleurs, pour remettre un petit peu en perspective ce que tu dis sur Alex Pereira, il a quand même battu le champion middleweight. Ensuite, en light heavyweight, il a battu l'ancien champion tombeur d'Israël Adesanya, Blachowicz, et là, il vient de battre Jiri. Donc, ça reste des gros noms quand même qu'il a battu. Il n'a pas battu des nobody. Non, non, son résumé est assez incroyable pour le nombre de temps qu'il est là. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage étrange, parce qu'autant, tu sais, comme j'adore le dude, le genre de mythique qui est alentour de lui, comme le genre de personnage qui s'est créé, là, le totem, là, un peu, tu sais, on sait tout de quoi on Oh, parle. ouais, c'est fort. Glover Teixeira qui est dans le coin, c'est magnifique, ça me donne envie Ouais. de l'aimer encore plus parce que Glover, c'est un all-time great, mais je sais pas, ben, il y a comme un petit quelque chose que tu regardes ce gars-là se battre, puis t'es genre, il est super excitant, là, ses combats, c'est tout le temps nice. Est-ce que c'est le fait qu'il gagne presque jamais ses combats jusqu'au moment où il gagne ses combats? Parce que
Tu sais, contre Yuri, je pense pas que tu peux lui donner le premier round à cause des gros leg kicks. Mais après ça, je pense que Yuri a un peu pris le contrôle. Ouais. Puis Yuri est en voie de gagner le second round s'il se faisait pas complètement knocker. Puis tu sais, il gagnait ce round-là. Le gars, il a fini face first à terre. Fait qu'il il a pas gagné, mais c'est un peu la même chose quand il a battu Adesanya. Ça a été un combat qui gagnait pas principalement. Puis là, il a réussi à sortir un gros knockout au 5e round. Même ses premiers match-ups dans l'UFC. Ça, c'est complètement normal. Là, moi, je suis pas le gars qui va prendre un prospect puis qui va regarder une performance compétitive d'un prospect, mais qui a gagné, puis dire « Ah non, ça, c'est pas bon parce que Bruno Silva, c'est pas un elite fighter. » Fait qu'il aurait dû plus battre Bruno Silva. T'sais, c'est pas mon genre de faire ça. Mais ça a toujours été très compétitif, tous ces combats. On n'a pas encore la performance dominante de Pereira. Il y a Strickland. Littéralement, Sean Strickland, ça a été la performance dominante, mais c'est parce que Strickland, il n'y a pas un style qui est très conducteur à avoir du succès contre Alex Pereira non plus. Là. Mais bref, c'est un énigme, ce gars-là, puis je suis là pour voir la suite. Là. Si au final, c'est un des 5 plus grands combattants ever, puis c'est moi qui est niaiseux, ben, je vais être content de le dire. Mais pour l'instant, je le sais pas. Il est bon, ses accomplissements sont incroyables, mais est-ce que je le mets en haut d'un Volkanovski ou d'un Frankie Edgar ou d'un BJ Penn dans une GOAT list? Je peux pas faire ça là, pour l'instant. T'sais. Ok, bon, la GOAT list, c'est une autre histoire. Il y a des noms que tu as dit que je trouve un peu qui n'ont pas leur place, selon moi, dans une GOAT list. Mais là, c'est peut-être moi qui vais paraître bizarre quand je vais dire que Frankie Edgar, à cause de sa fin de carrière, je trouve que ça entache tout le reste, en fait. Ouais, et c'est trop facile de dire, ouais, mais c'était la fin de carrière. Ouais, mais non, mais à la fin, ça reste dans le palmarès. Mais bon. Ben Frankie n'est pas comme top 15 GOAT, là, mais il est, mettons, au top 20-25, probablement. Comme... Pour justement sa longévité, le fait qu'il a fait ça dans 3 divisions avec succès avant. Oui, sa fin de carrière, là, mais je pense que Frankie, c'était aussi un des go-to action fighters. Tu as besoin d'un gros main event que ça va se passer. C'est pas mal Frankie Edgar, exactement, que tu appelais. Bon, autre sujet, maintenant qu'on a fini sur Poatan, on va passer à l'autre combat de cette UFC 295, à savoir Thomas Spinal, qui a détruit Pavlovich. Est-ce que tu t'y attendais déjà? Je l'avais pique, puis je me doutais bien que ça allait pas durer très longtemps, ce combat-là. Est-ce que je m'attendais à qu'il te l'éteigne comme ça, one punch? Non, je pensais peut-être plus qu'il allait comme le toucher debout, puis soit le dropper, puis follow-up au sol, ou genre amener ça dans un échange de grappling où il allait avoir un avantage gigantesque. Là. Mais non, je pensais pas qu'il allait être le one punch de même, là, Sergei Pavlovich mort par terre. Là. Ouais, ça c'était vraiment fou. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Aspinall est très fort, on savait qu'il était très fort, on le savait très complet. Et on a hâte de le voir. On a hâte de le voir contre qui? Toi, contre qui t'aimerais le voir? Écoute, ça dépend. Attention à ta réponse. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux lui faire défendre la ceinture intérimaire, je veux qu'il affronte Cyril Gane. Ok. Si t'as pas le choix en fait de faire défendre la ceinture intérimaire, c'est il se bat parce que le gars il l'a, tu peux pas le mettre dans un non-title fight. Mais admettons, je pense que je préférerais Cyril que Almeida. Almeida, il a rien prouvé. Almeida, c'en a un autre que j'adore, mais c'est un light heavyweight, là, Almeida. Là. Almeida contre Pereira de mes matins, je suis genre wow. Almeida à heavyweight contre quelqu'un qui va être capable de peut-être défendre des amener au sol. Le gars, il s'est déjà pesé en dessous de la limite à 205 livres dans l'UFC. Et c'est le genre de gars que Dana White, c'est pas forcément son style préféré. Et il a battu Lewis par la décision. Et il n'a pas accroché de gros noms à sa liste. Il mérite 0 un title fight. Non, en effet. Puis, tu sais, Cyril contre Aspinall, moi, honnêtement, j'ai peur pour ce combat-là. Là. J'ai toujours pensé que Cyril allait battre Aspinall. Puis après ce combat-là, on dirait que je suis plus certain, pas en tout, même. Debout, je pense qu'il y a encore un monde entre Aspinall et Cyril Gane, honnêtement. Je pense qu'en stand-up pur, il y a un monde. Avec pas mal tout le monde, là. Cyril, on s'entend, là. Ouais. Cyril debout. Les gens vont dire, ouais, mais il s'est fait connecter par Tai Tuivasa. Ok, c'est du MMA. Il combat dans des 5 rounds. C'est sûr qu'à un moment, il va se faire connecter.
Ouais, t'es un Mais poids il s'est lourd. Là. relevé tout de suite. Tu vas le recevoir le punch un jour, il faut juste le prendre. Puis clairement, Exact. Cyril l'a bien pris. Là. Il l'a très très bien pris, il s'est relevé tout de suite et il avait l'air vraiment pas ébranlé par la suite. Parce qu'on voit des combattants, une fois qu'ils tombent, c'est plus les mêmes dans la suite du combat. Cyril, c'était rassurant limite de le voir tomber et se relever comme ça. Donc je pense vraiment que contre Aspinal, il n'y a pas à s'en faire debout. Maintenant, en lutte, Cyril, il s'est fait lutter par 2 personnes. Donc John un Jones, très non-lutteur, là. On s'entend, là. Francis, Ngannou. très non-lutteur, ouais. C'est vrai, mais Francis, c'est un phénomène. Il a tellement Ouais. de force, Francis, que Je je sais pense même pas. qu'Aspinal aussi, man. C'est ça l'affaire. Ah, pas comme Francis. Tu vois, tu mets Francis contre Aspinal, Ah, bah, c'est ça pas m'étonnerait pas de Francis, voir c'est Francis sûr. amener Là. Aspinal au sol avec une technique horrible, mais une force qui le soulève en fait. Il le soulève et il le jette. Ah, c'est vrai, Francis, c'est un des plus gros spécimens qu'on a vu, sans aucun doute, mais Ouais, c'est ça sur qui, la c'est ça terre. qui Hein. me, oh, ouais, c'est ça qui me gosse avec Aspinal, c'est que je pense qu'il est pas si loin de ça, comme. Je pense, mettons, qu'au athlétisme pur, je pense qu'il est plus athlétique que Cyril Gane, qui est lui-même un des très bons athlètes dans la Mhm. division. En tout cas, franchement, oui, j'aurais peur en termes de lutte. Est-ce que il se fera amener au sol facilement? Il a quand même un très bon déplacement, Cyril Gane. Est-ce que une fois au sol, il pourrait se relever? Donc, pas mal de questions auxquelles on aurait des belles réponses. Mais je pense que Cyril, avec sa mentalité actuelle et avec une bonne préparation pour Thomas Aspinall, il irait. Et je pense que c'est le combat qui va se faire en toute logique parce que malgré ce que Aspinall dit, malgré ce que Almeida dit, malheureusement, leur poids compte peut-être pour 1% dans la décision finale, qui est celle de Dana White. Qui va vouloir aller à Londres avant l'UFC 300, genre. C'est ça. Et quoi de T'sais. mieux que de faire un combat européen pour le titre poids lourd, franchement. Ouais, parce que je En veux pas plus y aller d'un sur hot take, là, mais Aspinall, ça va être le seul champion anglais à la fin de l'année. Là. Leon Edwards. C'est passé trop de niaiseries cette année pour que Colby gagne pas cette belt-là. Là. Ah ouais, hein, ouais, c'est. Oh, ouais, Mais gros, c'est Colby, c'est sa l'année. spécialité Ben de oui, c'est perdre à ça, la exact. belt. Ben écoute, je te le dis, là, c'est l'année, là, Mandy Bomb, le gros, elle a tout détruit, puis là, il se passe les choses les plus bizarres, puis Colby va finir l'année avec cette ceinture-là, man. Puis Bah, c'est la Masvidal va sortir de prophétie. la retraite pour se battre avec, genre. C'est la prophétie d'extrait de l'extrémisme radical conservateur de droite. Après O'Malley, après Strickland, ce serait Covington et pourquoi pas Benoît Saint-Denis pour terminer C'est vrai qu'il a l'air l'année quand même prochaine. conservateur, le chum, hein. Hein? C'est vrai qu'il a l'air conservateur, Benoît Saint-Denis. J'ai Mais il y a eu jamais beaucoup écouté de. ses opinions politiques, là, mais mettons que. Alors, il s'exprime très bien. Moi, je ne lui jette aucune pierre, mais il y a beaucoup de gens qui l'attaquent un petit peu et qui parlent du fait qu'il serait dans des sphères fascistes, racistes, d'extrême Comme droite. Jourdain, Enfin un bon. peu, genre. Non, Jourdain, Jourdain, c'est il fait différent. ça en blague, là, un peu, là, mais, tu sais, on s'entend. Jourdain, c'est plus anti-woke, on va dire. Ouais. Benoît Qui lui, Saint-Denis, genre, plus comme conservateur politique. Ouais. bah, selon ses détracteurs, on est sur pas du néonazisme, hein, quand même pas, mais on n'est pas loin, selon ses détracteurs. Ouais. Ce que C'est je des. ne valide pas du tout, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. On fera peut-être une enquête, mais je voudrais même pas la faire, cette enquête, parce que je voudrais pas tomber sur des choses que je ne préfère ne pas savoir finalement, et je préfère être à 100% derrière Benoît Saint-Denis. Mais écoute, j'ai un podcast que j'écoute anglophone, le Co-Main Event Podcast. Puis eux Mhm. autres, ils ont toujours dit que l'affaire que tu voulais absolument pas faire avec ton fighter préféré, c'est le suivre sur Twitter pour savoir ce qu'il pense vraiment de la vie. Fait que je pense qu'on peut Ouais, ouais. appliquer ça ici, tu sais. Sauf avec Strickland. Alors là, tu peux que être Oh, ben oui, ben oui. heureux. Ben oui, là, c'est parce que Strickland, il peut dire les pires choses puis quand même rendre ça un peu Ouais, drôle ouais, parce ouais. que Plus c'est pire, c'est mieux la c'est avec lui. façon. Ouais, c'est la façon de dire les choses. Lui, il l'a maudit, tu sais. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ok, parfait. Bon, bah, Cyril Aspinall, on est plutôt assez d'accord que c'est Cyril qui mérite le prochain title shot. Parlons maintenant, pour rester sur l'UFC, de l'UFC 297 qui va avoir lieu Non, à mais hey, moi, il Toronto. faut que je te dise de quoi, là, le gros. Il faut que je te dise de quoi de très important. Tu peux même en faire un clip si ça te tente, mais Benoît Saint-Denis, là, il a pas une guillotine. Là. Puis à ce moment-là, s'il se battait contre Mick Dufort, c'était terminé. Il venait de se faire soumettre. Drette là. Donc, je maintiens ma prédiction. Mick Dufort, premier round.
contre Benoît Saint-Denis. Mais comment il l'aurait soumis? Il aurait été, mettons, Benoît Saint-Denis tente une guillotine contre Mick. Ouais, il se retrouve sur Il, son dos. Là. Et Mick, il a il se les retrouve sur hanches le les plus dos. lourdes du monde. Donc, il passe la garde, se saute probablement direct dans son cou, puis il utilise la réaction pour prendre le dos à Benoît Saint-Denis, puis le full body triangle, puis à partir de là, travaille, mon gars. Pas mal chaque direction que tu vas aller, tu vas être dans le pétrin. Là. Peut-être, peut-être pas. J'aimerais vraiment voir ce combat-là. Pour ça, Faut faudrait pas que que tu l'UFC laisses. Faut pas que signe. tu. On s'entend que Saint-Denis, il y aurait des chances, là, des très bonnes chances contre Mick Dufort. Mais faut pas que tu fasses la gaffe de laisser Mick Dufort dans une position avantageuse au sol. Jamais, Ouais. sous aucun prétexte. Et c'est ce que j'ai dit dans un autre podcast, c'est que le petit bémol que je donne à Benoît Saint-Denis, c'est le sol et contre quelqu'un de très dominant au sol, son pull guard guillotine, ça aurait pu être très très gênant pour le premier round et finir Ben, en regarde, mauvaise posture. regarde Dustin Poirier. C'est combien de fois qu'il a échappé des moments de des combats, voire même des combats, parce que c'est plus fort que lui de faire ça. Puis Dufort, il fait la même chose, là, on s'entend. Dufort contre des gars élites dans l'UFC allait se mettre dans des positions de merde un jour ou l'autre parce que lui aussi, il est submission over position. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Benoît Saint-Denis. Là. Ça a l'air d'un complet maniaque. On l'a vu dès son premier fight quand il a fait tout sauf mourir contre Ouais. Zaleski dos Santos, qui est un de mes Qui était... underrated favorite fighters. Là. C'est un des gars que personne ne connaît, mais qui est incroyable. Puis T'aimes ce bien les qu'a fighters montré dopés, toi, Saint-Denis hein? là-dedans. T'aimes bien les fighters dopés, j'ai Ah, remarqué, les hein? gros Brésiliens, John Lineker style, man. Il n'y a rien que j'aime plus que ça, man. Parce qu'il s'est fait choper hein, après pour ce Ben combat-là, oui. il était chargé, hein? Of course, man. Les autres fighters dopés que t'aimes bien, on les citera pas, mais il y en a un au Canada qui c'est un de tes préférés. Bref, Oh, yeah. je pense que ouais, tu dépasserais même pas là-dessus. Tu dirais ouais, Ah, vraiment. ben non, ben gros, man. S'il vous plaît, permettez les stéroïdes, là. C'était bien plus drôle avant, là. Il essaie tout de se cacher pour en faire, anyway, là. Fait que. D'ailleurs, il y a Saïd Nurmagomedov qui s'est fait avoir. Pas Ousmane. Ous- le gars du Mais Bellator, c'est Saïd, Ousmane. ouais, Ousmane. Mais c'est bizarre, ça, parce que il y a juste eu 6 mois de suspension. Fait que ça me porte à Ouais. croire que c'est pas vraiment quelque chose de grave, tu sais. Ce serait quelque chose Mais c'est. d'involontaire pris dans un. On connaît la chanson. Oh, j'ai pris ce Ouais. médicament qu'on m'a prescrit. Je savais pas que dedans il y avait ça. C'est peut-être ça, mais à voir la suite des événements. Ben gros, Islam Makhachev a déjà fait un test de meldonium. Là. Toute cette équipe-là, à part Khabib, ils ont tous passé au failed drug test, toute la gang, un par un. Fait que Mhm. c'est pas trop un secret. Là. Des gyms de même comme Team Alpha Male, là, tout le monde le sait que chaque fighter de Team Alpha Male est sa sauce. Là. Parlons de l'UFC 297 Ouais. qui va avoir lieu à Toronto, qui a été enfin officialisé et sur lequel on aura minimum 3 Québécois si tout se passe bien. On croise les doigts qu'il n'y ait pas de blessure. Johan Lennes contre Sam Patterson, Charles Jourdain contre Sean Woodson et Marc-André Barrios contre Chris Curtis. On a déjà parlé de ce combat-là dans le Arena Talk 1, donc dans le premier épisode de notre collaboration. Je vous invite à aller le revoir. Et on n'a pas parlé de Charles Jourdain contre Sean Woodson. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es déçu parce que c'est pas un top 15? Ben, un peu, mais c'est comme un combat contre Sean Woodson. Si tu parles avec Charles, c'est un nom là, qui a circulé comme dans son entourage là, depuis les dernières années. Puis je pense que c'est un fight qui allait arriver un jour ou l'autre. C'est sûr que c'est pas quand t'entends quand Charles nous dit ah oui, on avait un accord verbal avec Danny Gay, puis on a mis nos managers en contact, puis whatever. C'est sûr que quand que Sean Woodson sort, t'es comme ah ok, I guess, mais c'est un bon combat, ça va être le fun. Là. Sean Woodson, il est grand, il est long, c'est le Erosa Bowl. Les deux gars ont perdu par Dars contre Julian Erosa. Puis on a vu, c'est Greg là, qui dit ça, fait que je vais lui donner le crédit pour ça, mais lui, il voit un Charles Jourdain Matarlo Part 2. Combat qui avait eu lieu à TKO, puis même concept, Charles, dans ce temps-là, revenait de sa défaite contre TJ Laramie, puis le monde était, oh, même moi, là, j'étais genre, Matarlo, il est dangereux, c'est un spécialiste de Muay Thai, 145 livres, mesure genre 6 pieds 2, 6 pieds 3, super long jab, long striking en général. Puis Charles Jourdain, il avait passé au travail complètement. Ça avait l'air d'être le dernier de ses soucis, le fait que le gars il avait une longue reach. Là. Fait que, tu sais,
Charles qui est de mieux en mieux depuis. Ouais, vraiment. Et ça va être. Je pense que c'est un bon combat pour lui devant Ouais, ses fans. Puis je pense que c'est un... ça va le mener à son combat du top 15 et le prochain fight. J'en ai aucun doute. L'UFC semble vouloir ça. Donc, il Ouais, n'y a ouais. aucune raison que ça n'arrive pas. T'sais. Mais contre Ish, ça aurait été un test très gros, dans le sens où je pense que Ish est plus dangereux que Woodson. Ben oui. Corrige-moi si je me trompe. Ah non, absolument. Là. Watson, c'est plus un gars de décision. Il peut. Si t'es vraiment niaiseux dans la manière que tu fais les affaires, c'est sûr que le gars, il est tellement long que s'il land un strike qui traverse, tu vas te faire mal. Il va te faire très mal. Mais c'est ça, c'est un sniper at range. C'est un style que Charles joue bien avec ça d'habitude. Donc ce serait le dernier combat de Charles avant son top 15 qu'on attend. Ouais. Oh. Bon, bah c'est fair à Toronto devant son public. Yup. Lennox Patterson, c'est intéressant, ça, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Un autre grand Chris de gars, là, Sam Patterson, me Vraiment? semble, si je me rappelle Ouais, bien. ouais, absolument. Grand et écoute, plutôt mince quand il était en 155. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que j'espère qu'il va se battre différemment qu'à son premier combat dans l'UFC parce que Sam Patterson, il a l'air de faire bien des belles choses, mais il a un peu le James Vick striking style, le menton très, 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 très haut. Et puis Yana Lachmoz, il a arrangé ça là, en 1 minute 15 à son premier combat dans l'UFC. Puis on a vu Johan là, éteindre des gars un après l'autre. Puis on l'a vu, Johan. Honnêtement, je pense que c'est un test qui est semblable, voire peut-être moins compliqué que Justin Burlinson, qui a affronté au Contender Series. Mais je t'aurais dit la même affaire de Darian Weeks. Puis, Johan, ça va être le premier à dire qu'il n'a pas eu une belle performance dans ce combat-là, malgré la victoire. Fait que, tu sais, c'est un bon match, c'est du bon booking. Johan, son 4e combat sur son contrat, on s'entend que ça y prend une grosse performance s'il veut renouveler avec l'UFC, là, qui disent non à justement des gars comme Mick Dufort parce qu'ils sont comme, hey, on vient de signer 46 d'autres au Contender, on n'essaie pas d'en ajouter, on essaie d'en enlever plus que d'autres choses. Fait que c'est malheureux pour Johan, mais avec une fiche de 1 et 2. Puis, la performance le combat contre Mike Malott là, avait une importance incroyable parce que l'UFC ont tendance à se mettre derrière une personne d'un pays différent que les États-Unis par division. Exact. Puis c'était comme un peu ça. C'était genre, on vous met deux un contre l'autre, puis celui qui gagne, c'est le gars qu'on pousse. Puis là, Mike Malott va être dans le jeu et va peut-être être sa main card de ce pay-per-view-là contre Neil Magny. Clairement, il pousse Mike Malott beaucoup comme une des... Vraiment. C'est le Canadien qui pousse le plus depuis Charles Jourdain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est mérité, selon toi, de pousser Mike Malott? Est-ce que Mike Malott a des chances contre Neil Magny? Mike Malott, là, c'est un first round fighter. Puis à chaque fois qu'on l'a vu sortir du premier round, ça a été laborieux plus que le combat avançait. Puis, je pense pas que tu peux espérer sortir Neil Magny de là au premier round. Il y a bien des affaires que tu peux faire contre Neil Magny, mais penser que tu vas le finir aisément. Si tu fais ça, t'es un elite fighter, tout simplement. S'il finit Neil Magny, c'est le futur, le Mike Malott. Mais est-ce que je vais bêter là-dessus? Je penserais pas. Pas sûr. Mais en tout cas, ça va être une grosse carte pour les Canadiens. Est-ce que Eman Zahabi va être ajouté? Il se tient prêt, il m'a dit. Il est prêt, même s'il y a un short notice, il sera prêt. Lui, il est dans l'abysse, lui, malheureusement. Là. Il y a comme Pourtant, il fait des performances. Il y a des divisions même qu'il y a beaucoup de fighters, puis on dirait que l'UFC, il y a comme des fighters dans la division qui oublient carrément. Puis Eman, c'est plate, mais c'est ça. Parce que Eman se bat pas souvent, puis quand tu y parles, c'est jamais de sa faute, puis il est toujours prêt, puis il attend toujours l'appel. L'appel ne vient juste pas, genre. Puis je comprends pas pourquoi, parce que ses dernières performances, c'est des knockouts, c'est incroyable là, ce qu'il nous démontre, mais... Est-ce qu'on a des 135 sur la carte ou pas? À date. Est-ce qu'on a ça? Ben, il y a Seri Cedi, Ramon Taveras, Brad Katona, Garrett Armfield, qui a perdu contre Matteo Vogel. Fait que c'est crissement drôle qu'ils viennent se battre sur l'UFC au Canada. Là. Il y a le co-main event, le title fight féminin, c'est à 135 définitivement. Puis, j'ajouterais Malcolm Gordon contre Jimmy Flick. C'est à 125, mais tu sais, genre, worst case scénario, la semaine du combat, peut-être qu'un catchweight ou un 135,
se faire? Peut-être pas et tout. On s'entend Bon, qu'on bah, manque pas de lightweight à signer au Canada. c'est Laramie, clair. Clark, Jourdain, Morrison, en l'occurrence, mais tu sais, à suivre, man. C'est plate qu'il n'y ait pas de débutants. D'habitude, ils nous donnaient au moins comme un débutant par carte. Je me rappelle quand Barrio a fait ses débuts, il y avait lui, puis il y avait Cole Smith qui avait fait ses débuts aussi. Puis, avant, c'était toujours de même. On avait au moins un nouveau Canadien sur qui Mhm. routait. Puis Comme ils là, font ça en fait deux. France, là, à chaque UFC Paris, Ouais. là, t'as Ouais, c'est as ça. des Il y avait signatures. Noah Cornol, puis Morgane Charrière, puis plein de gens de même. Là. Malheureusement, ils ne signent pas personne. Là. C'est vraiment Ben, dommage. il y a Siri qui fait ses débuts, là, fait que je pense qu'on peut compter Siri comme étant ce dude-là sur cette carte-là, mais mettons que je l'adore, Siri, mais il y a d'autres noms qu'on attend là, Qu'on aussi. aimerait voir clairement, dont Mickaël Dufort, qu'on n'arrête pas de dire, hein. Je pense que... Ouais. Ah, il est pas, ben, depuis que Morgan a perdu, il est pas mal au numéro 1 des. Tu sais, les gars qui ont jamais eu leur chance. Parce que t'as toujours un Jesse Ronson et un Shane Campbell qui est plus Campbell que Ronson parce que Ronson vient tout juste de sortir. Campbell est un peu plus jeune. Shane Campbell va toujours mériter de retourner dans l'UFC jusqu'à temps qu'il perde. Mais dans Qui ceux a qui n'ont battu jamais Karl eu leur Prépolek, chance, non? C'est pas ouais, il a lui qui a battu battu? Carl Ouais, c'est ça. Ouais, il a battu Carl Prepolek. Il s'est battu contre tout le monde ou presque là, dans la vie, ce dude-là. Il est incroyable. Mais dans ceux qui n'ont jamais eu leur chance, C'est Nick Mickaël. Dufort, man, il est Ouais, loin ouais, au top clairement. de la liste. Parfait pour l'UFC 297. De toute façon, on aura vraiment le temps de revenir sur cette carte-là. Le 20 janvier, à ne pas rater à Yup. Toronto. Les tickets Unified sont en la vente? veille, man. Unified Hein? la veille, gros. Ça a l'air d'être une nouvelle gimmick, ça, de l'UFC. La veille de l'événement, ils essayent de forcer la promotion canadienne qui est sur Fight Pass à faire un show. Ils avaient fait ça avec BFL la veille de l'UFC 289. Là, ils font ça avec Unified à Pour- Toronto la veille de l'UFC 297. Bonne chance à Unified. Booker des cartes de MMA au mois de janvier puis avoir une foule là. Et pourquoi ils Faut font pas ça? I don't know. Ça leur fait de quoi rajouter sur le Fight Week, genre. Puis d'après moi, c'est une bonne chance de faire du scouting un peu aussi. Là, tu veux pas. Et Ouais, comme ouais, ouais. t'es déjà Parfait. là, t'as pas besoin de te déplacer. Mais Unified, ouais, est-ce qu'ils font des combats amateurs aussi? Ou je me trompe de... Ça oui, leur mais arrive, pas en hein? Ouais, Ontario, parce qu'en Ontario, c'est pas permis comme au Québec. Mais c'est vrai. quand ils sont à Calgary ou à Edmonton, qui est pas mal leur home base, là, oui, il y a des combats amateurs sur les prelims. Parfait. Parlons maintenant de Samouraï MMA. Chapitre Mhm. 9, hein? Mhm. Ça y est, là, on commence à être dans les numéros qu'on peut se perdre. C'est bien le 9. C'est le 9. C'est le 9, avec Robert Serres contre Kyle Prepolek en main event pour la ceinture lightweight. On commence à voir à quoi ressemble la carte. On a 7 combats d'officialisés, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 combats d'officialisés. On va pas parler de tous les combats parce qu'on ne veut pas que le podcast dure 1 heure ou plus, ou proche. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire sur Samouraï MMA? Si ce n'est bien sûr que la billetterie est ouverte et que ça va se passer à Montréal au centre Pierre Charbonneau et que ça va être une carte avec des très gros combats, des très gros match-up, pas tous faciles à pronostiquer. Non, ben tu sais, je pense que j'en ai un peu parlé le dernier coup, mais Ceres Prepolek puis Mallette contre Dejan Kajic, c'est des combats genre majeurs au Canada. Là. C'est comme Dejan Kajic, probablement le meilleur 170-15. Là. C'est plus trop clair qui est où là, dans ces divisions de poids-là, mais probablement lui le meilleur à ce poids-là au Canada, ou le gars qui est sur la plus grosse winning streak du moins. Puis Ouais, c'est pas mal sa gimmick, là, renvoyer des prospects à la maison, puis Danny Mallette est pas mal dans la lignée des gens que Dejan renvoie à la maison, mais pour une raison ou une autre, je suis comme pas convaincu que ça va si bien se passer pour le Vancouverois ici. Là. Sinon, tu sais, Cérès Prépolek, mon gars, je pourrais te faire un podcast unique là-dessus de ouais, mais 4 heures, si ça te tente. on en fera quand on va se Oh, ouais, rapprocher, sinon, mais Majoric Lugo, ça va être incroyable. ouais, ouais, Small ouais, ouais. contre Blais, c'est pas le combat initial. Fait que qui a réussi à trouver Nate Small comme remplacement, c'est complètement débile. Nate Small est très, très, très solide. Isaac, je pense que c'est un solide prospect, mais il a besoin d'expérience. On l'a vu contre Mauricio, le dernier combat. Il a besoin de remettre ses feet wet.
parce qu'il s'est pas battu pendant longtemps. Il y a des problèmes de blessures à la cheville quand même récurrents récemment. Fait que c'est un bon fight pour Isaac. Et puis Chaput contre Da Silva, c'est incroyable. Quand Antoine Chaput affronte un doute de même à son 3e, 4e combat pro, Ouais. ça n'a aucun crise de bon sens. Et puis, Oli Reign contre Keenan Keller aussi, là, ça, là, c'est... Keller est pas sur une bonne streak, mais Keller, c'est un bon fighter. Puis il vient de déménager, lui et sa blonde, ils ont quitté le BC puis sont maintenant au Niagara Top Team. Fait Ok. que non seulement c'est un Grosse bon équipe. fighter, mais sa situation de training vient faire tout the sky. Là. Fait que Oli Reign qui est 1-0, puis tu sais, je dis pas, moi j'essaie pas d'offusquer personne. On s'entend là, que Oli, son premier combat pro, c'est comme dit, ça aurait pu se passer au MFL, ça aussi. Là. Puis genre, David Duberterien, il a mérité de réavoir sa chance chez les professionnels. 100%. Je suis le premier à le dire. Ceci étant dit, c'est pas un gros niveau de match-up pro. Puis tout le monde le savait un peu, si c'était en connaissance de cause. Oli nous a montré des super belles choses là-dedans, mais là, de step up et de pogner un d'autre qui a 6 combats pro, qui s'entraîne au meilleur ou à un des meilleurs gyms au Canada, Oli Reign, man, c'est un fou furieux là, de prendre ce fight-là. Puis s'il gagne ça, automatiquement, ça devient un des guys to watch. Là. Parfait. Parfait, parfait. Ça, parce que moi, j'ai pas mal de questions justement sur beaucoup d'externes du Québec que je connais pas forcément. Et là, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est une des cartes où les Québécois sont le plus en danger finalement. Oh, il n'y a personne qui a un match-up est facile. Là. Dans tout le même David Moon contre Beltran, là, on s'entend que on peut penser qu'avec son striking puis la manière dont il a géré Pat Connors le dernier coup, David Moon pourrait être favorisé dans ce combat-là, mais Beltran, ça a comme 24 combats pro, ça, là, puis Ouais, il n'est pas ouais, ouais. tout. Là. T'es Il faut arrivé pas là, se pas fier à ce qu'on a vu contre Duprat. Il s'est fait avoir comme tout le monde par soumission, mais qui ne se fait pas avoir comme tout le monde par soumission. Même les exact, ceintures exact. noires se font avoir Ouais. par Duprat. Là. Fait que... J'avais une question qui m'échappe. Ah, elle vient de me revenir. Est-ce que Luego, c'est pas un des Mexicains, si ce n'est le Mexicain peut-être le plus dangereux qu'on a vu à Samouraï MMA? Je pourrais te répondre à ça après, man. Ils sont tellement Hmm. mystérieux, ces Mexicains-là, mais oui, de ce Il, y qu'on a a une- il y a- vu, il a l'air excellent. il Surtout a qu'on l'air a, excellent. on a beaucoup de Mexicains qu'on a essayé de checker du tape un peu avant qu'ils viennent à Samouraï, puis j'étais genre, ouf, c'est pas convaincant, c'est pas concluant, c'est pas rien de tout ça. Puis là, il arrive, puis c'est Edwin Martinez, puis il est super bon, puis il fait une guerre avec Tommy, ou c'est Diego Silva ou Nomley, là, quasiment à toutes eux. Ils ont été compétitifs, puis ça avait l'air de rien, leur tape. Fait que Lugo, son tape a l'air de quelque chose. Est-ce que ça va être l'inverse, ou est-ce que ça va être genre comme le second coming of Brandon Moreno, puis on comprendra plus rien, là. Puis Majoric, man, pas un client facile, autant dans la cage que. Tu sais, ce gars-là, non seulement c'est un bon fighter, bien entraîné avec Pat Node, puis toujours des gars qui arrivent prêts, puis professionnels, etc. Mais Alain Majoric aime ça se battre. Là. C'est pas juste un bon combattant technique. Quand ça vient dur, puis quand ça vient rough, Il est Alain, là. il est là. C'est un genre de Joe Ramsey là, un peu là-dedans. Quand Joe, c'est devenu vraiment tough, tu l'as vu, le step-up d'une coche, puis sortir le combat-là de son cul, même si la moitié de sa face était complètement enflée, puis se demandait s'il y avait encore un œil. Là. Bon, on fera un podcast vraiment sur la carte quand elle aura fini d'être annoncée, parce que je pense qu'il nous manque encore 2-3 combats. Ouais, il en manque quelques-uns encore. Je pense qu'il y a peut-être eu des petites blessures, des petites affaires, mais ça devrait être tout officialisé, prêt à annoncer là, dans vraiment pas long. Parfait. En tout cas, il y a plusieurs noms, moi, que j'aimerais revoir sur Samouraï MMA qui sont passés par là, notamment Connors, que tu as cité, Ben qui, oui. qui, qui a fait un gros upset là récemment contre Kevin Popovic. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il gagne. Non, Et personne. ça le remet sur les rails un peu, le Connors. C'est une montagne russe, sa carrière, ce gars-là. Trois Ouais, quatre victoires, trois quatre défaites. Deux c'est trois ça. victoires, deux trois défaites. C'est jamais, ça vient en batch. Fait que là, il doit être parti pour une petite série de victoires. Là. Il y a Louis Jourdain aussi que j'aimerais revoir s'il ne signe pas à Ouais, l'UFC. c'est sûr. Ah, il y en a beaucoup. Là, Et j'aimerais ça voir James Clark, j'aimerais ça voir Crime. J'ai hâte de voir Maxime J- Côté. Très hâte de ouais, voir c'est clair Maxime. qu'a signé. Maxime Côté qui a signé et qu'on parlait de Alan Girard contre Maxime Côté. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Je
Je sais même pas si je peux en parler, je sais même plus où est-ce que j'ai entendu ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais C'est en Max tout cas, Ironside, ça. Notre source à James, Québec. t'as parlé de James Clark, c'est celui qui a pris, qui a toutes les ceintures là, plein de ceintures. Ouais, ouais. Ils ont toutes plein de ceintures s'ils veulent, le gros. Mais oui, lui s'est battu dans le temps à TKO. Il a mal commencé sa carrière. Mais tu le voyais qu'il était bon, mais c'est comme il était pas au bon poids. Il se battait à Hmm. 135 contre Matteo, des gars plus gros. Puis là, il est sur, je pense qu'il est 7-3 ou 8-3, puis il est comme sur 6 ou 7 victoires Ouais, ouais. consécutives, là. D'ailleurs, Tu sais, il s'envoie des il fleurs essaie de avec faire Tommy. ça. Ouais, il essaie de se pogner un peu avec Tommy. Il essaie de se faire. Là, c'est le moment hilarant, là, malheureusement. C'est triste de voir ça, là, mais c'est le moment où il y a un événement à Toronto. Fait que tu vas voir n'importe quel fighter professionnel qui a une fiche respectable. Essayer de urge là, ses partisans. Oh, taguez-nous d'impose de l'UFC si vous voulez qu'on fasse notre début à l'UFC Toronto. Puis il n'y a pas un Nesty qui va se battre à l'UFC Toronto, mon gars. Non, c'est clair. Et puis on voit là aussi que Tommy, il commence à avoir une hype autour de son nom et que ça devient un petit peu l'homme à abattre dans les 125. Bon, oui, écoute, tout le monde qui. Le seul que j'ai pas vraiment entendu parler de Tommy, c'est Louis. Mhm. Mais je sais que Louis, ça ne dérangerait pas de se battre avec Tommy, mais c'est pas. Louis va pas aller faire une sortie publique puis se mettre à parler de Tommy Morrison. James Clark, je l'ai entendu dire. Tony Laramie, je l'ai rien entendu dire, mais TJ Laramie s'est fait un plaisir de venir commenter sur chaque pause que j'ai faite après Samouraï de Maxime Soucy veut pas se pogner, Fred Dupré veut pas se pogner, Morrison veut pas se pogner avec mon frère, nanana, tu sais, fait que. Oui, son nom est dans la bouche des gens sans aucun doute. Les Laramie, eux, ils sont prêts à prendre n'importe quel combat, j'ai l'impression. Et je sais pas, man, ils se battent pas super souvent, par exemple, on dirait. C'est vrai, c'est vrai. Bah, il y a Laramie, le TJ qui s'est battu contre Alex Morgan en boxe récemment. Ouais, puis il se bat en fin de semaine au BTC contre Exact, Terry Lemaire, exact. man. Mon boy de Timmins, Terry Lemaire. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner ce combat? TJ va gagner, ouais. Genre UFC fighter contre un bon fighter Ouais, régional. ouais, ouais, c'est clair. Parlons, pour terminer, de MTL Quintet. Donc pas le quintet. Au début, j'avais dit quintet. MTL Quintet, super, super concept. J'adore le concept de base. J'aime beaucoup le jiu-jitsu brésilien, mais je suis pas le plus grand fan des compétitions de grappling. Que lorsque je peux, je vais les regarder. Mais c'est pas comme l'UFC que je suis de manière presque religieuse. Mais là, ce format de compétition où tu as 4 équipes, où c'est du 5 contre 5, où c'est un peu, comme vous dites au Québec, le roi de la montagne, le dernier qui reste, et cette limite de poids, et puis le fait que les points ne comptent pas. Donc, tu vois, par exemple, les points ne comptent pas. S'il y a match nul, ça fait que on se retrouve avec les deux qui sont éliminés. Donc là, il y a eu Maxime Côté contre Michael Dufort à la compétition Kumité. Maxime, je ne sais pas si tu as vu, mais sûrement que tu as vu. Maxime Côté a battu Michael Dufort par points. Donc si ce combat-là avait eu lieu au MTL Quintet, les deux auraient été éliminés jusqu'à ce qu'une équipe soit totalement éliminée. Donc une équipe composée de 5. Et quand les 5 sont plus là, bah, l'équipe est éliminée. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est magnifique, man. C'est absolument génial parce que même moi, étant un pratiquant de Jiu-Jitsu depuis 8-9 ans maintenant, et à part quand que je vais dans Mhm. une compétition puis j'encourage mes coéquipiers dans leur combat, il n'y a pas genre grand moment que je suis oh là, c'est un tel contre un tel qui vont rouler, il faut que je vois ça. Parce que c'est comme le format de compétition avec les points encourage vraiment, tu sais, comme des game plans plates, man. Des game plans Ouais, vraiment plates de gars qui sont genre, m'a réussi un takedown, puis je vais masser là, puis je vais fin, staller, là, that's puis it. staller, puis staller. Puis ça élimine ça. Puis non seulement ça élimine le stallage, parce que l'autre est genre, ah, je suis en avance, donc je vais staller pour gagner. Ça élimine genre la non-agressivité, parce que si tu finis pas le gars, tu perds. Tu sais, C'est il faut ça, que et tu t'es gagnes éliminé. par soumission, sinon c'est terminé, tu t'en vas, puis t'as beau faire la meilleure performance, puis tout, t'as pas le choix d'être agressif. Là. Tu peux pas juste out-roll un gars ou gagner le roll, genre selon le visuel ou whatever. Il faut que tu finisses, puis
C'est ça qui est le fun à regarder. C'est ça qui rend les combats de Jiu-Jitsu à One tellement le fun à regarder. C'est parce qu'ils ont les plus malades mentales qui font rien qui aller submission over position. Les frères Rutolo, Muzumechi, ces gars-là, c'est des fous, ça, là. Ça essaie d'arracher des jambes, puis ça va se mettre dans le pétrin complet pour essayer de soumettre quelqu'un. Puis c'est ça qu'on veut voir. Exact. Jamais tu vas rendre le Jiu-Jitsu ou le grappling populaire en ayant un sport où ça se stalle en malade avec des grosses grippes de kimono, puis je m'en vais pas de là, parce que je mène 2-0. Ouais. Exactement. Donc franchement, ce format-là, il est excellent. Et j'espère que c'est le premier du longue série. Et franchement, même les équipes qui participent, toi, tu as une particularité, une spécialité. Toi-même, tu pratiques le jiu-jitsu brésilien. Oma, H2O, Ten Planet et Siway. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 4 équipes? Je pense que je te laisse. Pas en tout, honnêtement. Ouais, non, ils j'ai aucune idée c'est qui, mais je pense que c'est des gens de Cornwall. Shout out à eux d'embarquer dans la compétition avec les 3 autres équipes. Ten Planet, c'est Eddie Bravo, c'est les moves bizarres, les leg locks. Ils ont leur style à eux, ils ont des très très bons gars. Les 2 Saint-Amour, notamment avec Corey Guitar, je sais pas si James Banville est encore là, mais vraiment du gros jiu-jitsu là. Oma, je pense qu'ils ont fait leur nom avec Johnny Zemouli qui était comme un peu au forefront là, du combat pour relégaliser le jiu-jitsu brésilien, qui est lui-même le coach, une ceinture noire de très très haut calibre. Puis ils ont un club là-bas. Ils ont un club. Là. C'est pas mal, je dirais, un des meilleurs, voire le meilleur club de jiu-jitsu brésilien à Montréal. Mettons que tu dis, moi, je veux commencer le jiu-jitsu, là, puis je veux être dans le club où c'est le plus compétitif, puis je vais me faire décoller ça à la gueule le plus possible. Oma, c'est probablement ton meilleur guess. Puis H2O, H2O, c'est un gym plus de MMA, mais ils ont des grapplers absolument phénoménales. Là. Mick Dufort, les Duprat, Olivier Aubin-Mercier, ces gars-là, fait que c'est sûr que moi, j'ai déjà été faire une coupe de cours de Jiu-Jitsu là-bas au H2O, puis le calibre était super bon, là, j'en ai eu pour mon argent. Parfait. Ben regarde, t'as pas l'air de savoir les participants des équipes? Ben oui, c'était là, mais j'ai pas les noms de toutes les participants. Bon non. C'est le moment de les annoncer au public. Ils m'ont été communiqués. Alors pour H2O, nous avons le capitaine Mickaël Dufort, qui sera accompagné de Frédéric Duprat, de Yann Stoby, de Mostafa du Tristar. Ben non, le gros, ça. Oui, Mostafa, oui. Idée, là. Ah, exactement. Je voulais pas dire son nom parce que je l'avais pas préparé, j'avais peur de l'écorcher. Mais oui, exactement. Holy fuck. Et de Kevin Charette. Oh. Donc là, on a quand même un H2O qui vient en préparer. Là, qu'est-ce que tu penses de cet alignement? Pour le format actuel, ils vont être durs à battre. Puis j'attendais justement de voir, c'était qui les gros dans leur équipe, là, parce qu'on s'entend qu'il y a un nom chez Oma, que t'es genre, qui c'est qui va faire quoi contre lui? C'est ça. Genre, honnêtement, Mostafa, c'est un esti de malade mental. Je l'ai déjà vu, le bodylock Marc-André Barrios, puis te lancer de même, là, par-dessus sa tête, comme si c'était un flyweight, puis il n'y avait pas trop de tristesse là-dedans, là. Ouais, c'est quelque chose. Donc là, le H2O, tu les mets en favori, là, après que je te dis ça? Ben, tu sais, écoute, ça va jouer entre eux et Oma, d'après moi, là. Mais attention. Alors, attends de savoir les autres. Oma. Attention avec les Ten Planet. Exact. Les Ten Planet, ils ont un gars de 240 en plus. Livre. Donc, Oma. Maxime Côté en capitaine. Javad, confirmé. Tommy Morrison. Christophe Groslo. Aussi jackpot sur Instagram. Et Gabriel Tabet. Ouais. Celle-là, j'aurais pas mal pu te la deviner, mettons, tu me l'avais demandé. Ouais. C'est l'ordre. J'aurais pas mal pu te la deviner. Mais ouais, gros crise d'alignement, man. Honnêtement, fuck. Tu sais, le gros, je vais te le dire direct, puis si les gars d'Oma écoutent ça, ils sont tous en crise après moi, les gros, qu'est-ce que tu veux. Sans Javad, je favoriserais beaucoup H2O, man. Okay. À cause de leur... C'est gros. Ils ont genre les 2 finishers les plus relentless que je connais. Tu sais, je te dis pas, c'est Dufort puis Duprat, c'est des meilleurs grapplers que Chris ou que Gabriel ou que Max Côté.
Mais gros, c'est deux astis d'arracheurs de tête comme j'ai jamais vu auparavant. Là. Ces deux-là ne font que ça. C'est ça, tu peux battre Mick Dufort par point à une compétition, ça se fait, là. Ça se fait. Mais gros, quand t'as Mick Dufort en genre de freestyle de même qu'il faut qu'il te soumette ou il meurt, là, puis avec Duprat, man, gros, oublie ça, là, c'est des fous ces deux Chris-là. Là. Parfait, bon bah sûrement qu'Oma vont pas être d'accord avec toi. Sûrement pas, man, mais c'est pour ça qu'on a hâte de voir ça, cette quintet-là. Oh, ouais. Donc maintenant, l'équipe de Ten Planet, Francis Saint-Amour en capitaine, accompagné de James Banville. Oh. Ouais, c'est un méchant Chris. Lui, si lui roule avec Tommy Morrison, les gars, ça va être un esti de bon fight, man. On a également lui. Ouais, vas-y. J'ai dit genre ça, c'est comme un petit dream match-up dans ce quintet-là pour moi. Là. Ouais, Morrison, Banville, là, j'aimerais vraiment ça voir ça. Lucas Martel. Tu connais? Ouais, déjà vu dans des compétitions, c'était là. René Souza. Qui, je crois, s'est déjà battu contre Maxime Côté dans une compétition. Ils ont fait match nul où Côté a gagné par points. Et il vient de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Ou non, des États-Unis. Des États-Unis ou du Canada de l'Ouest? Tu vois, c'est qui René Souza ou pas? Non, je ne connais pas. Et enfin, Connor Hoogstraten, qui vient également d'un autre Ten Planet. Connor. Ouais, René Souza, c'est Ten Planet Bethlehem, je pense que c'est aux States. Exactement. Ouais, c'est en Pennsylvanie. Damn, fait que Ten Planet, moi, mais il y a un gros réseau, eux autres. Là. Ouais, c'est ça, en fait, ils ont ramené des gens de leur réseau. Ouais, parce que c'est ça, moi, je me suis entraîné là à Vancouver, Ten Planet Vancouver, là. Puis il y a un gros réseau, tu sais, même Ten Planet Toronto, c'est un doute de là-bas qui ont. Fait que ils s'envoient du monde back and forth, Ten Planet. Là. C'est une petite mafia du juice qui font des leg locks puis des moves bizarres. Parfait, moi j'ai hâte de. Qu'est-ce que tu penses de leur chance de victoire? C'est eux les. Ben, tu sais, c'est sûr que. Vu que je connais absolument pas l'autre gym, je pourrais dire que c'est l'autre gym le plus underrated dans cette compétition-là, vu que je les connais pas pantoute, puis ils pourraient tous être crissement excellents, puis je pourrais pas rien dire sur eux, mais dans ceux que je connais, c'est sûr que tu regardes Oma, les noms de Oma, tu regardes H2O, t'as juste besoin d'entendre du fort, du propre, t'es genre fuck, puis c'est même pas parler de Mostafa, là, qui est un fou. Ouais. Ian, qui est excellent, puis tu sais, fait que... En tout cas... Ben, c'est sûr que ils sont underrated. Là. Par rapport à ces deux gros gyms-là, Ten Planet, c'est des live underdogs. Là. En tout cas, Ten Planet, ils ont dit qu'ils aimeraient avoir Oma en finale. Et donc, j'ai parlé à Francis Saint-Amour. Et il aimerait tomber sur H2O pour commencer. Donc, il a du culot. Il n'a pas peur. Je pense que c'est ça qui ferait du sens. Là. Ben, ça va être au hasard. H2O. Ça va être au hasard. H2O. Ben, si on pogne H2O, puis Oma au début, c'est la tristesse. Là. Bah, whatever. Bah, si tu veux gagner, quoi qu'il arrive, faut y aller. Hein. Ouais. Et puis, si ils vont pas arriver là non plus pour tricoter. Hein. Je pense qu'ils savent contre qui ils sont. Donc, je vais dire les noms de Seaway. Donc, Wyatt Potter, le capitaine. Reid Baker. Tyler Stewart. Simon Turcotte et Zach Adams. C'est un beau nom de franco-ontarien, ça, moi, Simon Turcotte. Et il pèse 230, Simon Turcotte. Let's go, man. Bonne chance. Zach Adams, 190. Et Wyatt Potter, 200. Mais en tout cas, ça va être super intéressant. On vous réserve peut-être une surprise avec Faber pour ce jour-là. On attend de voir. On a quelques incertitudes avant de vous l'annoncer. Let's go. Moi, je suis toujours prête, man. Ça, c'est incroyable. Ce sera incroyable. Hein. Oui, mais en tout cas, je pense que ça fait le tour pour ce mois-ci. Yes. Faber, merci beaucoup. Et à la prochaine, tout le monde. Toujours un plaisir, mon gars. Puis merci à tout le monde qui sont à l'écoute. Plaisir partagé.